Et donc, nous avons hier soir, hier, nous avions, Donald Trump qui est allé, voir le Super Bowl. Le Super Bowl, qui est, la grande messe sportive, aux États-Unis. C'est, la finale des 2 meilleures équipes de football américain qui portent très, très mal son nom puisque, ils jouent surtout, avec les mains et pas avec les pieds. Et passons, c'est le Super Bowl 2025. Malheureusement pour les Kansas City Chiefs, les Philadelphia Eagles ont gagné. Je dis pourquoi ça, parce que les Kansas City auraient pu faire un triplé, ils ne l'ont pas fait et entrer dans l'histoire. Mais comme on ne suit pas du tout ce sport, ça ne nous intéresse que très très peu. Euh, on s'en fiche même largement, je crois en France. Nous avons par contre euh, eu une réaction du président des États-Unis au moment où il était dans l'avion. Euh, eh bien, il a dans son avion Air Force One, il a fait un décret, un nouveau décret. Alors en janvier, il avait signé un décret pour appeler le golfe du Mexique le golfe of America, le golfe d'Amérique. Et il maintenant fait un décret pour qu'il y ait un jour qui soit le jour du golfe de l'Amérique. Donc en survolant justement ce golfe, non pas d'Amérique, mais golfe du Mexique. Et voilà, donc dans, dans sa manière amusante de faire de la politique internationale et de provoquer ses voisins, Mexique comme Canada, tout en lançant des opérations de guerre, d'ouverture de guerre commerciale, en particulier avec la Chine, le Canada, le Mexique et l'Union européenne. Enfin, l'Union européenne, ça va venir bientôt. Et on peut constater que les Canadiens, eux, sont très, très, très inquiets de ce qui se passe, puisque on a eu ce week-end une conférence, une sorte de meeting de Justin Trudeau, qui, lui, s'inquiète beaucoup de l'avenir de son pays. Alors, il est toujours Premier ministre en exercice en attendant qu'il y ait de nouvelles élections, puisque vous savez qu'il a démissionné de la direction de son parti et du poste de Premier ministre. Mais voilà que, qu'il s'inquiète, car Trump veut absorber notre pays, précise Justin Trudeau, en, en, en chemisette, enfin en bras de chemise, et devant un immense drapeau du Canada. Donc, grosse inquiétude côté canadien pour l'avenir de leur pays. La raison est simple, c'est que les États-Unis continuent à faire une pression massive en ce sens et que le nouveau pouvoir à Washington continue à parler du Canada comme de futurs États rattachés aux États-Unis. Alors, on en avait parlé ici, mais il semble que maintenant, la chose n'était pas du tout prise au sérieux, était considérée comme une sorte de déclaration punk comme Trump en a l'habitude, mais la détermination semble grande à Washington, et donc évidemment suscite l'inquiétude au Canada, qui bien évidemment n'aurait aucune espèce de manière de résister à une telle annexion si il en prenait réellement l'envie aux États-Unis. Alors, il faut suivre ce qui va se passer à ce sujet. Euh, Est-ce que Donald Trump, lui, est là pour blaguer, pour faire pression, pour obtenir des avantages particuliers, ou est-ce une réalité? Or, il y a actuellement un affrontement mondial sur les ressources de diverses natures, mais en particulier les terres rares, absolument nécessaires
dans les nouvelles technologies qui ne font qu'exploser, en particulier avec l'intelligence artificielle. Et certains pays en sont très, très bien dotés, comme, la Chine, la Corée du Nord. Mais la Corée du Nord a beaucoup de ressources de terres rares. C'est pour ça que Donald Trump avait fait ami-ami à l'époque avec Kim Jong-un et bien sûr, la Russie, moins que la Chine et en Occident, on en a moins. Enfin, on en a moins surtout parce qu'on n'utilise pas nos mines, heu et aussi parce que, il y en a dans des zones, nordiques, peu développées. Spécifiquement au Groenland, au Canada et aussi on l'a vu en Ukraine puisque pour le moment, Donald Trump corrèle l'aide américaine, à l'Ukraine, à l'accès à des terres rares. Donc on voit qu'en fait, le grand sujet derrière toutes les rodomontades et toutes les propos et les actions de Donald Trump est un sujet, encore une fois, qui est cohérent dans, le fait de maximiser la puissance des États-Unis ou en tout cas de la conserver comme une des nations les plus puissantes, c'est d'avoir accès aux terres rares et ils feront tout ce qu'il faut pour cela. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'il y a eu, Pedro qui nous revient de Non, je voiture. voulais juste ajouter un truc à ce que tu disais. Faut pas oublier, le fait que le nord du Canada est très proche de la Russie et ce serait très intéressant pour mettre des bases là-bas, si tu veux envoyer des missiles, même s'il y a déjà pas mal de choses, de présence là-bas. Ah, les Américains ont déjà une base à Thulé, au Groenland, avec un paquet de missiles braqués sur les États-Unis, mais ça favoriserait cela. Alors là, c'est vraiment le sujet des terres rares, et l'accès aux terres rares et soyons assurés que Donald Trump, quelle que soit sa manière fantasque d'agir, a, le soutien clair et net de la tech américaine, et de ceux qui souhaitent la maximisation de la puissance américaine, car ce sujet est fondamental, pour l'avenir de ce Il y pays. a il y a aussi une entreprise stratégique que tu peux ajouter, parce que dans le premier discours de Donald Trump, il a évoqué le fait que en gros, il fallait, refaire de Boeing le leader, incontesté. Or, au Canada, il y a Bombardier qui se porte assez bien et donc c'est vrai que peut-être ils se disent aussi que c'est un bon moyen, de redonner de sa superbe à Boeing en faisant une acquisition agressive, hein, si on peut dire ça comme ça. Oui. Bah, là où je voulais en venir, c'est que les États-Unis, ça fait longtemps, qu'ils, s'occupent d'avoir accès aux terres rares et une des premières opérations en ce sens, s'est faite au Rwanda, en République démocratique du Congo. On y reviendra sur ce qui se passe en République démocratique du Congo dans un ligne de front, très bientôt. C'était en 94, le génocide de Rwanda. J'étais sur place en tant qu'humanitaire. Le génocide des, Tutsis par les Hutus, pour faire simple. Arrivée du FPR, les forces, militaires Tutsis basées en Ouganda et emmené par un certain Paul Kagame qui, à l'époque, avait la cote. Mais on découvrira plus tard que Paul Kagame avait été formé aux États-Unis, à Fort Bragg, et que, en fait, sortie de la France, de l'Afrique, ça a commencé non pas avec les Russes, mais avec les Américains, qui ont pris le contrôle sur le Rwanda et de facto sur l'Afrique des Grands Lacs, là où la France avait, elle, ses intérêts. Et depuis, il s'ensuit toute une série de violences, de guerres internes en République démocratique du Congo, menées entre autres par des troupes payées par le Rwanda. Je pense actuellement aux milices du M23, mais il n'y a pas eu que celle-ci. Et l'exploitation de minerais, soit d'or, de diamants, mais aussi de terres rares, de coltan, de cobalt, en République démocratique du Congo et qui sont exportés par le Rwanda ou l'Ouganda, heu et d'abord aux États-Unis. Donc c'est une vieille histoire, et qui va s'accélérer. Les États-Unis veulent avoir un accès sûr et certain à cette terre rare. Alors bien sûr, par des voies commerciales, mais le mieux,
c'est quand même d'annexer. Et donc on peut être sûr qu'il y aura réellement une pression en ce sens. Et bien sûr, Adrien qui nous demande: «Est-ce que les Canadiens ont leur mot à dire?» Et oui, les Canadiens ont leur mot à dire sûrement, mais les Canadiens sont, alors je suis très, très mal placé pour parler du sentiment national, canadien. On avait vu ici lors d'une précédente matinale, eh bien, qu'il y a, au moins, 2 États, où la population souhaite être attachée aux États-Unis, mais que c'est un débat qui dure depuis longtemps, plutôt à l'est du Canada, acco et qui dont les États sont accolés aux États-Unis. C'est vrai que quand on va à Toronto, franchement, on a du mal à trouver quoi que ce soit de spécifiquement canadien, à part la police montée. C'est quand même une vraie, vraie, banlieue, des États-Unis. Hem, quant à, heu, alors il reste le Québec qui est, particulier, dont la devise de l'État est: «Je me souviens». Alors je me souviens de quoi? Eh bien que je viens de France et qu'on parle français et avec des Québécois qui se battent pour l'autonomie de leur culture, hem dont une bonne partie sont indépendantistes. D'ailleurs, les plusieurs référendums d'indépendance avaient, échoué, de fort peu. Donc c'est une nation assez instable, très, très jeune, qui a pas une longue histoire, composée de beaucoup d'immigration, comme les États-Unis, toujours, terre d'immigration, mais c'est normal vu la taille du pays et vu combien il est peu peuplé. Voilà, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de volontaires à aller, se faire tuer pour la défense du Canada. On verra bien. Alors maintenant, la pression, je le disais, des États-Unis, heu, continue très, très fortement, heu et pourquoi on a ça là? Donc, puisque, pas plus tard que ce matin, notre président de la République française, nous a, signifié que, eh bien, nous devons être prêts face aux droits de douane de Trump. Et donc, voilà, c'était sur BFM TV, ce matin. On a vu, ce week-end les réactions, également de madame von der Leyen et de différents, responsables, européens, tous un peu dans la même veine que celle d'Emmanuel Macron. Nous résisterons aux droits de douane, américains. Alors, la question est de savoir comment, compte-t-il résister aux droits de douane américains? Parce qu'on se rappellera que cette histoire n'est pas nouvelle. Une des raisons pour lesquelles Donald Trump avait été élu en 2016, et j'avais eu la chance d'assister à des réunions publiques, en particulier de col bleu, d'ouvriers d'industrie à, à Pittsburgh, donc pendant la campagne électorale de 2016, il était clair que la classe ouvrière américaine attendait avec une immense impatience, et c'est une des raisons profondes de la victoire de Trump 1 et de Trump 2.0, c'est justement ces taxes à l'étranger, ces droits de douane qui ont été imposés. Je vous rappelle ce qui s'était passé pendant la première présidence Trump, à savoir de très très forts droits de douane sur l'aluminium, sur la métallurgie, puis des menaces à moitié exécutées sur d'immenses droits de douane à 100% sur les voitures européennes. Alors, ça avait été justement négocié avec un recul de l'Union européenne et l'acceptation des conditions de Donald Trump. Le problème pour l'Union européenne, c'est que l'Union européenne est un produit américain. La manière dont c'est faite l'Union européenne est une Union européenne américaine. Ce n'est pas une Union européenne européenne, ce n'est pas une Union européenne souveraine, comme le fantasme Emmanuel Macron, et aucun des mécanismes qui la font fonctionner ne le permet. Ça aurait pu être le cas si on avait suivi le général de Gaulle, qui en 1963, avec Konrad Adenauer, avait signé le traité de l'Élysée sur la manière dont devait continuer à se construire l'Union européenne.
Et le général de Gaulle avait été très très clair. Dans le préambule, il y avait plusieurs éléments qui étaient selon lui centraux, à savoir que l'Union européenne ne devait pas être néolibérale et qu'elle ne devait pas respecter les directives du GATT. Le GATT, c'était l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Que l'Union européenne ne devait pas traiter des États-Unis dans le texte et qu'il ne devait pas y avoir d'OTAN. Les Allemands, enfin le Bundestag, le Parlement allemand, sur pression des lobbyistes américains et du gouvernement et de Washington, ont accepté le traité de l'Élysée, mais en réintroduisant et le GATT, futur OMC, et les États-Unis et l'OTAN. Donc, et ça, c'était donc il y a maintenant peut-être 37 et 25, 62 ans. Très, 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 très vieux. Les États-Unis sont au cœur de cette Union européenne et donc il y a très, très peu de leviers d'action. Par ailleurs, nombre de dirigeants, et on pense spécifiquement à Madame von der Leyen et à Emmanuel Macron, sont eux aussi des produits de, comment dire, de l'influence américaine sur l'Europe. Ils ont été pris en main dans leur carrière, ils ont été financés directement ou indirectement, ils ont participé, été membres de think tanks américains, euh, voire ils ont vendu des intérêts français ou européens aux États-Unis. On se rappellera de la vente tout à fait étrange d'Alstom à General Electric, qui a permis à Emmanuel Macron de se faire réélire. Il doit y avoir quelques dossiers sur Emmanuel Macron du côté de Washington. Euh, la vente de Technip, la vente d'Alcatel, auquel Emmanuel Macron a participé. Du côté de Madame von der Leyen, il y a, entre autres, l'affaire des contrats passés avec Pfizer, pour lequel elle est toujours en jugement aux États-Unis à la demande du New York Times, pour savoir quels accords secrets elle avait pu passer avec le dirigeant de, de Pfizer. Donc, dans une Europe qui n'est même pas capable de lancer une procédure sérieuse pour savoir la vérité quant à la manière dont ont été signés les accords sur les vaccins dans, dans, en, entre l'Union européenne et des grands fabricants, et en particulier Pfizer. Alors, on se demande bien avec quel levier Emmanuel Macron et Madame von der Leyen et les autres pourraient résister. D'autant plus, et c'est là le troisième volet, que les États-Unis ont largement des accords forts avec un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, entre autres. Je pense à la Pologne, et maintenant spécifiquement la Hongrie, puisque Orban et Donald Trump sont très proches. La Slovaquie, la Roumanie, où à la demande des États-Unis, en fait, une élection a été annulée puisque c'est un mauvais candidat qui sortait, et c'est très important pour les Américains puisqu'ils sont en train d'y construire leur plus grande base militaire en Europe. Tous ces pays-là, s'il faut aller à l'encontre des États-Unis, s'y opposeront au sein de l'Union européenne parce qu'ils ont beaucoup plus intérêt à être, en tout cas, les États-Unis leur promettront des accords beaucoup plus avantageux que ceux qu'ils ont dans l'Union européenne et qui est de moins en moins intéressant vu la situation économique de cette même Union européenne. Donc l'Union européenne, je pense, n'a même pas les leviers pour faire pression sur certains pays comme la Pologne, euh, la Roumanie ou la Bulgarie. Et puis d'autres, il y a des pays de l'Ouest de l'Europe, comme l'Italie. On a vu que Mme Meloni est très très proche d'Elon Musk. Certains ont suggéré même qu'il y aurait une idylle, mais ça c'est totalement secondaire. Alors Mme Meloni, on peut dire par intelligence, dans le cadre actuel des relations entre l'Europe et les États-Unis, s'est bien positionnée par rapport aux États-Unis pour en recevoir des avantages que n'auraient pas d'autres. Des avantages justement sur les taxes, des avantages sur l'implantation d'usines. Hein. Si Elon Musk
ou d'autres industriels doivent choisir un pays en Europe où s'installer, vu les légères pressions qu'ils ont en Allemagne ou en France, ils choisiront plutôt l'Italie, où d'ailleurs il y a un tissu industriel assez efficace. Donc on va voir quelles sont ces, la manière dont Emmanuel Macron compte résister, mais comme très souvent avec Macron, on peut se demander si ce n'est pas juste une manière de se positionner, de parler, de faire le beau et de ne pas faire grand-chose d'autre. Alors, je suis désolé, parce que je vois que vous avez beaucoup de commentaires. Heu, il y a Roger Roger qui écrit: «Les prochaines élections sont cruciales, en Roumanie. Les prochaines élections en Roumanie sont cruciales». C'est pas Roger Roger, c'est Roger Berger. Donc je suis désolé, puisque je ne peux pas en même temps et la régie et parler et suivre ce que vous écrivez, ce qui est bien dommage. Parce qu'en général, c'est moi qui le fais et bon, donc désolé. Au moins, vous pouvez vous parler entre vous et je reprendrai vos commentaires, quand on aura la discussion tout à l'heure avec, très bientôt avec Gilles. Discussion d'ailleurs qui portera sur les États-Unis puisqu'on va parler complotisme. Vous allez voir, ça va être très, très intéressant. Alors notre, Emmanuel Macron qui fait de la communication en a fait hier soir. Vous avez peut-être vu cela. Heu, et bien évidemment, ça fait ça bloque. Vous avez peut-être vu ces deepfakes qu'a publié Emmanuel Macron lui-même, plutôt ses équipes, sur Instagram. Et voilà, vous avez, Emmanuel Macron en rappeur, en Brise de Nice et en MacGyver. MacGyver, c'était osé. Donc ça, c'était très, très amusant de la part, du président et l'idée, c'était de parler, eh bien, de l'IA et qu'il fallait s'engager sur la bataille, de l'IA. Donc intervention d'Emmanuel Macron, aux 20 heures de France 2 et à nouveau, Emmanuel Macron, dont le projet a toujours été la souveraineté européenne plutôt que la défense des intérêts français, pense que l'Europe peut tenir tête au projet de 500 milliards de Donald Trump, dans l'IA. Alors on ne va pas revenir ici sur la réalité ou pas de ces 500 milliards et des chances que cela a d'aboutir. On a vu qu'Elon Musk pensait qu'il n'y avait pas ce financement et que c'était pas la manière la bonne manière de s'occuper, de cette question-là. On a vu la riposte chinoise avec, DeepSeek qui aurait été fait pour beaucoup moins cher. On a vu les Indiens qui eux-mêmes ripostent avec des entreprises beaucoup moins financées. Mais peu importe, les États-Unis sont quand même une grande nation scientifique, une grande nation d'ingénieurs, même s'ils sont en grande difficulté. Et ils ont clairement compris depuis longtemps l'intérêt de l'IA. Euh, Ils sont pionniers et évidemment qu'ils ne voudront pas perdre leur influence dans le domaine. Donc, que ce soit sous la forme du grand projet initié par Donald Trump ou sous une autre forme, les États-Unis investiront massivement dans ce domaine. Ils ont un État, eux, souverain qui peut le faire et qui, soit en s'imposant à l'étranger, soit en faisant tourner la planche à billets, trouvera les fonds pour financer cela. Dans l'Union européenne, c'est encore une fois très compliqué. Et on peut se demander, enfin, moi je suis à peu près sûr, que Emmanuel Macron fait de la com et fantasme considérablement. Il faut rappeler que c'est bien Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, puis président de la France, qui en catimini, à plusieurs reprises, a fait envoyer des données vitales, qu'elles concernent l'éducation, la santé des Français ou des aspects de défense, aux États-Unis. Ça s'est toujours passé vers la fin du mois de juin, au mois de juillet, sans appel d'offres. Et ça a fini sur les serveurs de Microsoft, y compris en 2020, alors que l'Union européenne s'y opposait. Imaginez, l'Union européenne a eu un moment de forte
velléité d'indépendance et a voulu que les données de santé soient stockées sur des serveurs européens, mais 3 semaines avant que la résolution ne soit prise à la Commission européenne, 3 semaines avant, de manière accélérée, Emmanuel Macron, enfin son gouvernement, avait fait envoyer les données de santé des Français aux États-Unis. Bon, ça pose mal une grande résistance de la part de la France et spécifiquement d'Emmanuel Macron face à l'hégémonie américaine sur les questions de technologie. En 7 ans de présidence, Emmanuel Macron, qui se targuait de mettre en place la Startup Nation, d'être le président des licornes, aurait pu très largement développer divers euh, domaines de compétences français, pourquoi pas européens, dans le domaine de la tech, des réseaux sociaux, de l'IA, ce qui n'a pas non plus été fait. Bon, est-ce un réveil salutaire ou est-ce de la com? On peut penser, encore une fois, moi je pense que c'est plutôt de la com, puisque, comme sur le sujet précédent, les moyens d'action eh bien, sont faibles et surtout, les, euh, les, euh, les, les moyens financiers sont inexistants. La France est entrée en récession, l'Allemagne est en récession, la Grande-Bretagne est en récession. L'Allemagne s'est retrouvée avec un budget négatif, ce qui n'est jamais arrivé depuis des décennies. La France, vous le savez, a un budget catastrophique et on rogne partout, on fait des économies absolument dans tous les ministères. En tout cas, on tente, ce qui est visiblement est très difficile. Euh, Quant à la Grande-Bretagne, elle est quasiment en voie d'effondrement, son économie. Bref, la situation est très mauvaise et l'idée qu'avait qu'a l'Union européenne, en tout cas la Commission européenne, c'est de suivre le rapport Draghi qui lui propose d'emprunter 800 milliards par an sur les marchés financiers, euh, mais on avait dans le rapport pas grand-chose sur l'IA, donc ça serait une dépense supplémentaire qui serait à financer. Et puis encore une fois, cela implique d'avoir une coordination entre États européens et un accord sur la manière dont se fera ce travail sur l'IA. Ça aussi, on est loin de l'avoir acquis. Et on a vu que de manière nationale, un petit pays comme la Suisse, eh bien, arrivait à lancer un programme de construction de mégacentres de stockage de données qui ne sera pas parfait, mais au moins, ils ont fait les premiers pas en ce sens, ce dont la France, elle, ne semble pas capable. Et il faut toujours attendre que ce soit une décision prise au niveau européen, ensemble, c'est-à-dire jamais. Faut-il rappeler qu'il y a plusieurs milliers de lobbyistes américains à Bruxelles, que Donald Trump a les téléphones directs pour menacer, peser sur un grand nombre de dirigeants européens, et que euh, tout ça mis bout à bout donne très très peu de chance à une riposte réellement coordonnée de l'Union européenne sur l'IA. Mais il serait grand temps que la France se serve de ses compétences, on en a, pour que nous fassions au minimum comme la Suisse, à savoir avoir des centres de données, de stockage de données en propre, qu'on pourrait éventuellement partager avec des Européens si jamais cela faisait sens, et nous lancer dans la recherche sur l'IA. On a vu que partant de moins loin, avec moins de moyens, mais avec l'intelligence, des Chinois, des Indiens, y arrivaient, et y arrivaient très très bien. On devrait pouvoir réussir à quelque chose euh, en ce sens-là. Je m'excuse. Hop, petit blanc. Pardon, est-ce qu'il faut que je coordonne ça dans la régie? Désolé, c'est un peu compliqué ce matin. Voilà. Eh bien, c'est marrant, ça tombe bien. Marie-Hélène Lignon écrit: «Nous sommes gouvernés au contraire de nos intérêts, triste». Exactement cela. Sébastien Durand nous écrit: «Le CA n'a rien, à part ça, je ne vois pas de projet européen coordonné».
puis en plus, ce sont des projets très français à la base, ça qui est quand même phénomène fantastique. Vraiment la France, et qui lance, tout cela. Heu, donc voilà, on a vraiment une situation, qui est un peu bloquée, dans notre pays, heu, parce qu'on a un Emmanuel Macron dont le cœur de l'action politique, c'est ce qu'il a dit dès 2017, dès qu'il a été élu, c'est bâtir la souveraineté européenne. Et on a vu, tout au long de ces 7 années, comme l'écrivait fort bien, la regrettée Coralie Delhomme dans son ouvrage, le couple franco-allemand n'existe pas. D'ailleurs, les Allemands n'utilisent jamais le couple franco-allemand. C'est un concept franco-français qui ne sert, qu'à des élites, gouvernantes françaises, heu, qui ont du mal à voir, à penser la souveraineté nationale et les intérêts de la France. Donc les Allemands, eux, parlent de partenariat, de partenaires, français, mais au même titre, qu'à d'autres, et eux ont conservé, des éléments de souveraineté. On pense, à la à la cour, constitutionnelle de Karlsruhe qui, elle, par exemple, peut interdire la vente d'entreprises stratégiques. Alstom n'aurait jamais été vendu aux Américains, ça aurait été interdit en Allemagne. Ils ont les moyens, pour le faire. Nous, ce n'est pas le cas. Pire, un nombre, conséquent de technologies, nouvelles ont été transférées, en Allemagne. Je pense au système, radar, qui ont été où on était leaders mondiaux, qui ont été déplacés à Stuttgart. On peut penser au, moteur, Vinci d'Ariane que, par un décret étrange, Emmanuel Macron a décidé de délocaliser de Vernon dans l'Eure, vers l'Allemagne. Bon, et des accords qui ont été signés pour fusionner, la fabrication de chars, ça c'était sous François Hollande, mais Emmanuel Macron était déjà là, vers une entreprise allemande, celle qui fabrique les léopards, et on a appris, eh bien, que le char, du futur, ce sera bien un travail franco, allemand, mais dans le futur. Mais en attendant, les Allemands vont fabriquer leur propre char Léopard 3, euh, tout seuls, et qu'ils comptent bien vendre dans un contexte où, beaucoup de pays vont se réarmer. Donc voilà, on est dans une situation où on a une Europe qui est, peu à même de résister aux États-Unis. Et on va continuer à parler des États-Unis avec, notre invité, Jules Casanova, heu, qui est arrivé, sur, la chaîne Fréquence Populaire. Hem et pour cela, on va mettre un instant. Et sûrement entendu ce qui se passe aux États-Unis, cet immense, nettoyage, certains diraient des écuries d'Augias, par l'administration Trump et l'offensive menée contre l'USAID. L'USAID, c'est cette immense, gigantesque, tentaculaire agence, américaine d'aide, hein, comme c'est écrit, aux pauvres gens, partout sur la planète, qui attendent le secours américain, heu, qui attendent Oncle Sam quand les choses ne vont pas bien. En tant qu'humanitaire, j'ai pu les voir à l'œuvre, par exemple au Rwanda. Je vous ai dit que ça a été un beau moment de reprise de contrôle de la zone de l'Afrique des Grands Lacs par, les Américains, et l'USAID était là. Alors bien sûr, vous aviez avec l'USAID, d'authentiques jeunes humanitaires, bien sympas qui débarquaient des caisses, par exemple de ce genre de gros avions américains, et qui aidaient les populations locales dans la souffrance. Mais avec eux, il y avait beaucoup de monsieur et de madame qui, étaient peu intéressés par l'aide, aux populations en détresse, et beaucoup plus par le changement de gouvernement et l'espionnage. Et on a découvert, et c'est de cela que nous allons parler entre autres avec Gilles Casanova, eh bien que, l'USAID finançait une des milliers
d'agences, des milliers de médias, d'agences médiatiques dans le monde, sûrement pour les aider à publier et à imprimer, ou peut-être, qui sait, pour influencer ces médias pour aller dans le sens des États-Unis et disqualifier leurs opposants.